On a découvert Patrick Scheider avec Interstellar, que vous connaissez toutes et tous. Il va revenir avec nous pour nous jouer cette fois-ci d'autres créations plus originales, plus en lien avec notamment les forêts. Et il sera accompagné d'une jeune comédienne et designer, Emma Varichon. On va les accueillir tout de suite, je vous remercie. Je retourne. George Sand et la défense de la forêt de Fontainebleau, 1872. Voici une lettre que je reçois. La pétition des artistes avait obtenu auprès de Monsieur le Président de la République l'accueil le plus favorable. Néanmoins, l'adjudication de la plus grande partie des lots a eu lieu au jour indiqué. Afin d'empêcher à l'avenir d'aussi vastes mutilations, les signataires de la pétition se sont constitués en comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau. Et pour bien préciser leur but, ont voté à l'unanimité la résolution suivante. Que la forêt de Fontainebleau doit être assimilée aux monuments nationaux et historiques qu'il est indispensable de conserver à l'admiration des touristes et des artistes. Et que cette division actuelle, en partie artistique et non artistique, ne doit être acceptée que sous toute réserve. Je ne suis pas bien au courant de ce qui se passe à l'égard de la forêt de Fontainebleau. Mais peu importe, il ne s'agit pas pour moi de critiquer ce que j'ignore. Il s'agit d'approuver tout effort tenté pour la préservation de ce monument naturel, très logiquement classé par les pétitionnaires parmi les monuments nationaux. Le dépecer, le vendre, c'est l'anéantir. Et je n'hésite pas à jurer que c'est un sacrilège. Les grands végétaux sont
des foyers de vie qui répandent au loin leurs bienfaits. Et s'il est dangereux ou nuisible de vivre éternellement sous leur ombre directe, il est bien prouvé que supprimer leur émanation, c'est changer de manière funeste les conditions atmosphériques de la vie humaine. C'est supprimer ces grands éventails qui renouvellent l'air et divisent l'électricité au-dessus de nos têtes. C'est aussi appauvrir le sol, qui est doué pour ainsi dire d'une circulation sous-cutanée. La rage de la possession individuelle doit avoir certaines limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à prétendre que l'atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront les moyens de l'acheter? Mais si cela pouvait se faire, voyez-vous d'ici chaque propriétaire balayant son coin de ciel, entassant les nuages chez son voisin, ou selon son goût les parquant chez lui, et demandant une loi qui défende à l'homme sans argent de regarder l'or du couchant ou la splendeur fantastique des nuées chassées par la tempête? J'espère que cet heureux temps ne viendra pas. Mais je crois que la destruction des belles forêts est un rêve non moins monstrueux et qu'il ne faut pas plus supprimer les grands arbres du domaine public intellectuel que leurs influences salubres à l'hygiène publique. Ils sont aussi sacrés que les nuages fécondants avec lesquels ils entretiennent des communications incessantes. Ils doivent être protégés et respectés, ne jamais être soumis aux caprices barbares ou aux besoins égoïstes de l'individu. Beaux et majestueux, jusque dans leur décrépitude, ils appartiennent à nos descendants, comme ils ont appartenu à nos ancêtres. La plupart des étendues boisées se sont resserrées. Où trouver maintenant la forêt des Ardennes? Les forêts qui subsistent sont à l'état de coupe réglée et non point de beauté durable. Les besoins deviennent de plus en plus pressants. L'arbre, à peine dans son âge adulte, est abattu, sans respect et sans regret. Que de colosses admirables les personnes de mon âge ont vu tomber. Il n'y en a plus. Il faut inventer des charpentes en fer. On ne trouvera bientôt plus ni poutres ni chevrons. Partout, le combustible renchérit et devient rare. La houille est chère aussi. La nature s'épuise et l'industrie scientifique ne trouve pas de remède assez vite. Irons-nous chercher tous nos bois de travail en Amérique? Mais la forêt vierge va vite aussi et s'épuisera à son tour. Si l'on y prend garde, l'arbre disparaîtra. Et la fin de la planète par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. N'en riez pas. Ceux qui ont étudié la question n'y songent pas sans épouvante. On replantera. On replante beaucoup, je le sais, mais on s'y est pris si tard que le mal est peut-être irréparable. Encore un été comme celui de 1870 en France, et il faudra voir si l'équilibre peut se rétablir entre les forces productives du sol et les exigences de la consommation. Il y a une question qu'on n'a pas assez étudiée et qui reste très mystérieuse. C'est que la nature se lasse quand on la détourne de son travail. Elle a ses habitudes qu'elle quitte sans retour quand on les dérange trop longtemps. Elle donne alors à ses forces un autre emploi. Elle voulait bien produire de grands végétaux. Elle y était portée. Elle leur donnait la sève avec largesse, mais condamnée à se transformer sous d'autres influences, la nature transforme ses moyens d'action. Défrichée et engraissée, elle fleurit et fructifie à la surface, mais la grande puissance qu'elle avait pour les grandes créations, elle ne l'a plus. Et il n'est pas sûr qu'elle la retrouve quand on la lui redemandera. Le domaine de l'homme devient trop étroit pour ces agglomérations. Il faut qu'il l'étende. Il faut que des populations émigrent et cherchent le désert. Tout va encore par ce moyen. La Terre est encore assez vaste et riche pour le nombre de ses habitants, mais il y a un grand péril en la demeure. C'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins impérieux que rien n'enchaîne. Et que si ces besoins ne s'imposent pas dans un temps donné, une certaine limite, alors il n'y aura plus de proportion entre les besoins de l'homme et la production de la planète. Qui sait? Qui sait si les populations disparues, envahies par le désert, qui sait si notre satellite, que l'on dit vide d'habitants et privé d'atmosphère,
n'ont pas péri par l'imprévoyance des générations successives et par l'épuisement des forces trop surexcitées de la nature ambiante. En attendant que l'humanité s'éclaire et se ravise, gardons nos forêts, respectons nos grands arbres. Et s'il faut que ce soit au nom de l'art, si cette considération est encore de quelque poids par le temps de ruralité réaliste qui court, écoutons et secondons nos vaillants artistes. Mais nous tous, protestons aussi, au nom de notre propre droit et fort de notre propre valeur, contre des mesures d'abrutissement et d'insanité. Pendant que de toutes parts, on bâtit des églises fort laides, ne souffrons pas que les grandes cathédrales de la nature, dont nos ancêtres eurent le sentiment profond en élevant leurs temples, ne soient arrachées à la vénération de nos descendants. Quand la terre sera dévastée et mutilée, nos productions et nos idées seront à l'avenant des choses pauvres et laides qui frapperont nos yeux à toute heure. Les idées rétrécies réagissent sur les sentiments, qui s'appauvrissent et se faussent. L'homme a besoin de l'Éden pour horizon. Et je sais bien que beaucoup disent, après nous, la fin du monde. C'est le plus funeste et le plus hideux blasphème que l'homme puisse proférer. C'est la formule de sa démission d'homme, car c'est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres. George Sand, Nohant, le 6 novembre 1872. Merci beaucoup Emma et Patrick pour ce moment suspendu qui, outre la tendresse et la délicatesse des mots, je trouve ouvre aussi une fenêtre aussi sur tous ces enjeux autour du vivant, de la nature, de la reconnexion qui sont aussi essentiels aujourd'hui.